Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolyphonique. Rolyphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux, fermez les yeux si vous pouvez, et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. Voilà plus d'un mois et demi qui se sont passés depuis l'enlèvement de Jeanne, qui avait bien fini malgré quelques frayeurs. Même avec le retour du beau temps, j'ai préféré mettre en long d'un moment pour retrouver la phrase du patron. Je peux vous dire que ce que j'ai appris sur lui m'est resté en travers de la gorge pour sûr. Enfin bon. En attendant, Jeanne, Paul et Monsieur Mauroy sont restés sans nouvelles de moi et ont décidé d'assister à l'inauguration du Cercle Omnisport Saint-Michel. Bah ouais, notre enquête avance, mais on n'a pas encore vraiment réussi à leur barrer de la route à ces cons-là en attendant. Les v'là en train de voguer de guinguettes en rencontre fortuite au milieu des badauds, non sans aller provoquer les membres restants du Cosme. Ce qu'ils savaient pas, c'est que j'étais là aussi, mais incognito, genre beau veston blanc, bien gandé, au milieu de tout ce beau monde, personne pouvait me remarquer. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'un cosaque vienne m'aborder. Non mais vous inquiétez pas un faux cosaque de Paris venu pour me tailler en deux à coups de sabre, non, un vrai cosaque, le capitaine Ilyushin, membre de la garde du tsar de Russie lui-même. Le type me cause qui veut nous filer un coup de main pour nous faire tomber ces imposteurs. Pour sûr qu'on veut bien un coup de main. Finalement, ayant à peine eu le temps de rejoindre mes comparses pour leur révéler ma présence, v'là que Prosper Meunier, le député lui-même, largement trempé dans l'affaire jusqu'à l'os, déclame un discours pour nous conspuer, aidé par une bande d'agitateurs pour motiver la foule. Après une réponse courte mais efficace de M. Mauroy, ce fut l'occasion pour nous de filer en douce avant que ça chauffe. Malgré qu'on ait pu se poser dans une brasserie pour faire le point, v'là Tipa qu'on se fait tirer dessus, dis donc. Un petit gamin à tête de cosaque qui s'est cru malin de s'en prendre à Paul Ponce. Grand bien lui fasse, puisqu'il s'est vite retrouvé coursé et arrêté par notre géant national, puis récupéré par les Condés, révélant par la même occasion qu'il avait agi seul pour impressionner ses nouveaux recruteurs, situés à l'enclos du Temple dans le 3e arrondissement. Autant dire qu'on sait où c'est qu'il faut qu'on aille maintenant. Après ça, il nous fallut un moment pour mettre en place une stratégie de recours, à la fois sur le fond et sur la forme. Genre, c'est bien de mettre des patates à ces gars-là, mais en attendant, c'est pas ça qui empêchera la loi de passer. Par contre, quelques articles de journaux bien pensés, dont un signé Émile Zola, ça pourrait certainement faire changer l'opinion publique. On est quand même parti faire un tour chez le capitaine Ilyushin, voir s'il pouvait pas nous aider à faire infiltrer un cosaque, un vrai, chez les cosaques, les faux. C'est bien compliqué qu'il nous a dit, mais au besoin il peut toujours nous fournir du matos, genre flingue et autres si vous voyez ce que je veux dire. Au final, nous revoilà chez M. Mauroy pour décider de quoi faire. Mais notre réunion a vite été chamboulée par un bruit de verre brisé. Dans le bureau de Mauroy, une tête a roulé au sol. Chapitre 9. La bataille de Rivoli. Mes chers amis, levons un verre à notre première impression. Et au succès escompté, qui je l'espère nous saura porter ses fruits. Monsieur Firmin, le rédac-chef, qui dit en tout cas moi j'ai déjà des premiers retours. La première impression, il y a la moitié qui est partie en 2 jours. Joli. En même temps, si on commence à traiter de la véritable information, c'est normal que ça intéresse les gens. Oui, puis on a du beau monde quand même qui écrit. Pas vrai, monsieur Zola? Oh écoutez, j'ai été ravi de participer. J'aurais bien dit que c'était un remboursement de dette, mais ce fut plus un plaisir qu'autre chose, tant ce projet de loi me semble nauséabond. D'ailleurs, je me permettrai de proposer les services d'un autre journaliste qui a également des velléités de créer son journal. Peut-être qu'il s'inspirera de vous et vous aidera, monsieur Jaurès. En tout cas, chers amis, la fête bat son plein, les congratulations se multiplient autour de vous, et soudain, monsieur Ponce, vous vous sentez mal. Physiquement ? Physiquement. Les autres, vous voyez que monsieur Ponce commence à avoir les yeux qui s'écarquillent un peu, et surtout il se raidit, et vous sentez, monsieur Ponce, votre tête commencer à se déporter Paul sur la gauche. Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Je frappe du poing sur la table. La table craque.
Je tourne la tête vers Philippine de Brécy d'un air, alerté. Très bien. Elle voit Monsieur Ponce. Elle le voit. Courez, Monsieur Ponce, courez le plus vite possible. Je passe à travers la vitrine presque. Très Tout bien. droit. Vous pouvez me faire Vous allez faire 2 jets de sport. Le premier est pour compenser l'énorme force, comme si une main gigantesque était en train de vous saisir la tête et commencer à la pousser du côté gauche vraiment violemment. Une victoire. Pour l'instant, vous arrivez donc, vous avez le droit de me faire un 2e jet de sport pour passer par la fenêtre, comme vous le dites. Si vous êtes meilleur, je vous autorise à utiliser la compétence cirque pour faire une belle acrobatie. Auquel je suis pratiquant, donc ce qui me Voilà. donne une chance supplémentaire. Pour vous jeter en faisant un beau roulé-boulé, c'est plus ça. C'est une victoire encore. Très bien, donc Paul Ponce, soudain, à l'étonnement de tout le monde, surtout donc de vous, Monsieur Mauroy et Mademoiselle Lépine, se lève précipitamment et se jette la tête la première à travers la vitre. Eliezer. Philippine vous dit sortez vite, ça veut dire qu'il sait précisément où vous êtes. Alors la fête du coup est un peu gâchée, tout le monde part dans tous les sens. Émile Zola vient voir Monsieur Mauroy, mais que se passe-t-il? Je n'ai pas entendu de coup de feu. Nous en discuterons dehors. Sortons, monsieur Zola. Et tu as Maurice Kahn qui vous regarde, Monsieur Morin, en disant est-ce là les choses dont vous m'avez parlé en sous-main, mon ami? Absolument. Vous êtes assez vite rattrapé par un loufia qui vient quand même demander la note et la réparation de la vitrine. Maurice Kahn jette 2-3 billets comme ça, en lui disant ne nous dérangez pas plus, et vous vous éloignez. Donc il y a un moment de flottement et d'incertitude. Vous n'êtes pas sans noter, surtout vous Monsieur Collin qui les connaissez, qu'il y a d'autres journalistes, d'autres journaux qui sont déjà en train de faire des comptes rendus, en train d'écrire des notes sur ce qui vient de se passer, sans doute pour pouvoir s'en servir contre vous. Que faites-vous, chers amis? Je les vois, ces journalistes. Oui, évidemment. Voyez qu'on vise juste, on nous attaque. Nous avons ciblé juste, notez-le. Alors moi je suis place de l'Étoile maintenant, comment ça se passe? Non, vous n'avez pas couru si loin. vous êtes sur les Champs-Élysées, pas au milieu de la chaussée, mais disons une 30aine de mètres environ, et vous avez vu tout le monde sortir. Et évidemment, vous avez Philippine de Brécy et Monsieur Collin qui s'approchent de vous avec l'air plus inquiet encore que les autres. Je m'assois sur un banc pour reprendre un peu mes esprits. Philippine, est-ce qu'on ne devrait pas vérifier s'il a un glyphe sur lui ou quelque chose? Non, ce sont eux qui ont quelque chose de lui, sans doute à la Chapelle Noire. Ce qu'il faut, c'est un focus, une image, un cheveu, encore mieux, ou un morceau de peau, un ongle, quel que soit, éventuellement une photographie ou une image le représentant, et surtout savoir précisément où il se trouve. Il va falloir que vous commenciez sérieusement à éviter de révéler votre position. Il va falloir qu'on récupère la Chapelle Noire surtout. Certes, mais par exemple, Monsieur Mauroy, je vous déconseille de rentrer chez vous. À tout le monde, d'ailleurs. Vous êtes en train de dire qu'ils sont actuellement à la Chapelle Noire? C'est ça, Philippine? C'est probable, à moins qu'ils n'utilisent un autre lieu qu'ils auraient fabriqué, par exemple, dans leurs installations. C'est ce que votre jeune ami Gaston semble dire. On peut être là-bas peut-être en moins d'1 heure si on se démerde bien. Oui, mais on sera jamais assez. On peut demander une voiture. On est sur les champs, il y en a plein. N'oubliez pas que si nous entrons dans la Chapelle Noire pendant qu'ils y sont et qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour nous attaquer à distance, ce sera encore plus facile si nous sommes face à eux. Enfin, il me semble, d'après ce que vous nous aviez expliqué. Certes. Ne serait-il peut-être pas le moment de demander à votre père une intervention plus musclée? Je pense que le préfet Lépine veut bien nous aider, mais je pense que c'est aussi un grand sceptique. Alors si on lui demande d'intervenir à propos d'une attaque magique... Non, et si on lui dit qu'on sait où actuellement se situent les malfrats et qu'il peut les prendre dans une espèce de flagrant délit, il y a peut-être moyen de le faire bouger. Jeanne, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Il faut agir tout de suite. Au pire, nous aurons un endroit où dîner ce soir. Vous êtes bien gentils tout cela, mais là il va falloir vraiment faire quelque chose, parce que sinon je vais faire des spaghettis avec leurs épaules. Non mais moi je suis d'accord avec Paul. Moi je te propose qu'on y aille là-bas, directement. J'arrête une voiture sur les champs. Philippine, vous pensez que vous pouvez venir avec nous? Certes, mais êtes-vous armés? Parce qu'il y a fort à parier qu'ils aient une garde des plus concrètes autour d'eux. Des Cosaques armés. Je retire une grille de protection d'arbres
et je la mets dans le carrosse. Oui, alors donc je ne te cache pas que le cocher pâlit, mais vu ton air, il ne moufte pas. Direction le Louvre. Et donc tous les deux, Monsieur Collin, Monsieur Ponce, avec Philippine de Brécy et une grille, vous partez vers le Louvre. J'aurais juste demandé à Capitaine Ilyushin, lui dire que là, par exemple, on aurait bien besoin d'un coup de main. Au Louvre? Attendez, encore une fois, vous voulez que j'envoie des soldats russes au Louvre? Des armes Des armes. Vous allez où exactement? au Louvre. Bon, Et- c'est bientôt fini de poser toutes ces questions là. Il y a des mecs sous le Louvre. Il nous faut des armes, Paul. Ah, sous le Louvre? Pourquoi vous ne le dites pas? Si c'est sous terre, je peux envoyer des hommes. Eh bien, soit. Le tout, c'est qu'on les voit pas. Bon, envoyez toute la Sibérie, je m'en fous, on y va. Bon, donc vous partez en cataclopant, et Ilyushin va essayer de vous envoyer de l'aide. Pendant ce temps, Monsieur Mauroy, je vais vous demander quand même de me faire un petit jet de société, histoire de calmer un peu les gens qui étaient là et que tout ça se passe sans que ça soit trop un gros flop pour le lancement de votre journal, même si évidemment un scandale comme ça peut évidemment booster les ventes. Un succès. Vous arrivez facilement à faire passer le fait que vous avez vu quelqu'un tenter de vous assassiner sans préciser évidemment la nature de l'assassinat. Ça a scandalisé plein de gens et évidemment tout le monde s'égaye à la fois, certains émoustillés, d'autres effrayés, beaucoup assez fiers d'avoir participé à un événement qui sera dans les journaux dès le lendemain. Que faites-vous donc, mademoiselle Lépine, monsieur Mauroy? Nous allons voir le père de Jeanne. Je pense que c'est une bonne idée de le tenir informé. La dernière fois, ça s'est retourné contre nous. Et nous donnerons rendez-vous du coup à Monsieur Ilyushin pour une heure à peu près estimée en sortie du rendez-vous avec le préfet Lépine pour le guider. Je vais commencer par messieurs Ponce et Collin et mademoiselle de Brécy et une grille de marronnier. Vous arrivez au Louvre sans encombre, bien entendu. Donc vous n'êtes pas loin de la rue de Rivoli qui est en bonne partie rebouchée maintenant. Les travaux ont avancé. Dites-moi, comment on va là-dessous? Je vous rappelle que lorsque j'y allais, moi je partais du Père-Lachaise. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas au courant s'il y a des échappatoires, s'il se passe quoi que ce soit là-dedans? Des échappatoires nous en avions, mais ce n'est pas pour ça, monsieur Ponce, que je suis une spécialiste de l'ensemble du réseau d'égouts parisien. Bon, on va aller du côté de la rue de Rivoli. Je pense que là-bas, bon, va falloir qu'on trouve le moyen de rentrer, mais je pense que là-bas, il y De aura... toute façon, on sait déjà par où c'est passé. Il faut voir juste s'ils n'ont pas déjà rebouché l'endroit. Après, dans le cas, il y a un métro, donc il y a un trou. Oui, bah, je suppose. Bon, allons-y. Vous y allez comme ça, tram du Collier, plein badet. En tout cas, essayer de trouver une entrée, oui. Là, on y va. Le but, c'est de trouver une Ça, entrée. trouver des entrées, vous trouvez des entrées, hein, entre des bouches d'égout, des portes de métro fermées, voilà. Ce que je voudrais que vous me disiez, c'est quelle entrée vous choisissez, comment vous procédez pour entrer. Nous sommes donc un mardi, dans l'après-midi, dans le premier arrondissement, près des rues les plus passantes de la capitale. Dites-moi, Colin, faites un peu de ramdam, essayez de vendre des journaux, faites quelque chose. Pour qu'ils ne regardent pas l'entrée du métro, là. Oui, d'accord. Je Faites vous laisse- le vendeur de poissons, mon Je Dieu. vous laisse y réfléchir 2 minutes. Je vais me poster à la préfecture de Paris. Monsieur Lépine Père est en train de vous accueillir. Assez ravi de voir que vous prenez de bonnes habitudes, comme le tenir informé de ce qui se passe. Monsieur Mauroy, vous n'êtes pas à votre fête de publication? Jeanne, Monsieur Lépine. vous avez la tête des mauvais jours. Exactement. Je n'aime pas cette tête. Hélas. Ça va, Jeanne? Oui, je vais très bien. Toi, je m'inquiétais du fait que Ponce n'est pas loin de toi, alors qu'il est censé ne jamais être à plus de 10 mètres. Justement, c'est pour ça que nous venons te voir. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Monsieur Lépine, le moment est peut-être venu de frapper un grand coup. Nous avons l'opportunité et l'occasion unique de savoir où se situe un de nos principaux adversaires dans cette compliquée affaire que nous vous avons déjà expliquée. Je vais être direct avec vous, vous serait-il possible d'intervenir maintenant dans un lieu que nous allons vous indiquer? J'ai toujours des hommes disponibles, soyez plus clair. Il s'avère que ce fameux adversaire se terre actuellement sous la terre, justement, sous le Louvre, exactement, dans une cachette secrète. Lui et probablement quelques-uns de ses comparses qui se font passer pour ce fameux gang des Cosaques. Est-ce que ça a un rapport avec ces membres des Cosaques que je trouve, faute d'un meilleur terme, démembrés près de bouches d'égout régulièrement autour du 1er, 2e et 3e arrondissement depuis 3-4 jours? Oui, il y a Oui, bien des effectivement, chances, mes oui. amis, curieusement, depuis que vous avez trouvé la tête de Théophraste de la famille des rats qui avait été jetée en signe d'avertissement dans votre bureau à la fin du dernier épisode, il semble que
Un mystérieux tueur dans les égouts de Paris fasse beaucoup de mal autour du quartier de l'Enclos du Temple à l'ensemble des Cosaques qui passent. Disons que la personne qui agit dans l'ombre est sûrement, enfin, est même un de nos alliés. Pourriez avoir des alliés qui soient plus discrets. Vous savez, monsieur Lépine, c'est soit ça, soit les Cosaques vont s'amuser à massacrer la ville de Paris, pour la faire courte et claire. Bien, nous réglerons chaque chose en son temps. Combien d'hommes voulez-vous? Le maximum possible. Bien. Eh bien, donnez-moi une trentaine de minutes, je pourrai regrouper une dizaine d'agents aguerris. Nous allons dans les égouts, c'est cela? C'est cela, il faut être bien équipé. Bien, rendez-vous en 30 minutes dans la cour de la préfecture. N'oubliez pas, monsieur Lépine, sans vouloir vous expliquer comment faire votre travail, mais les adversaires que nous avons là-bas dessous sont coriaces et bien armés. J'en prends note. Je vous remercie, monsieur Lépine. Avez-vous résolu votre problème du côté de la rue de Rivoli? Alors, Paul, le problème, c'est que moi, je veux bien attirer l'attention pour que tu ouvres la grille et tout ça. Mais en attendant, c'est vrai qu'on n'est que 3. On a ta grille d'arbres, là, mon flingue. Philippine de Brissy, je sais pas quelles armes vous avez, je préfère pas le savoir, honnêtement. Monsieur Collin. Il faut arrêter de discuter là, parce que si on attend, on va arriver là-bas, il n'y aura plus personne. Et ça me foutra à l'envers, ça je vous le dis. Donc là, vous allez faire diversion, vous allez faire comme si vous vendiez du poisson, vous appelez Colin, ça va pas être compliqué. Et puis moi, je fous un coup sur le cadenas et on rentre. Laissez Monsieur Ponce, je m'occupe de la diversion. Allez-y, mettez-vous près de la bouche d'égout qui est là-bas, et Colin, vous la crochetterez, je suppose que vous savez faire ça, mon petit Eugène. Oui. Vous saurez rapidement quand ce sera le moment. 2 minutes après, vous entendez un « Au voleur! On me vole! On m'assassine! Oh !» Voilà, des policiers arrivent, les badauds se réunissent autour de cette charmante jeune femme qui est en train de se faire agresser par on ne sait qui. Messieurs Colin Ponce, vous approchez donc d'une des portes de métro qui est verrouillée par un cadenas. Monsieur Colin, un petit jet de larcin. Une réussite. Ça suffit amplement pour faire sauter le cadenas. Vous êtes rapidement bousculé par Monsieur Ponce qui se précipite à l'intérieur et vous vous retrouvez tous les deux à l'intérieur de la future station Rivoli. Je vais chercher, essayer de me repérer pour trouver le chemin de... Vous avez déjà été dans le coin, il n'y a pas besoin de me faire un jet particulier. D'accord. Par contre, ça va vous demander un petit peu de temps parce que le passage que vous connaissez a forcément été rebouché entre-temps. Donc il faut le repérer, le recreuser un peu avec ce que vous trouvez ici et là. Il y a encore quelques outils, bien entendu. C'est pas parce que la station est rebouchée que les travaux sont terminés à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des lumières? Oui, il y a déjà un peu d'électricité qui est en place. Des lumières qu'on puisse emprunter? On va peut-être attendre Madame de Brissy quand elle a fini de se faire voler. Oui. Il n'est pas certain qu'elle puisse vous rejoindre. Elle va sans doute se faire emmener par un agent de police pour faire un témoignage et tout ça. Je vais quand même essayer de trouver une caisse à outils ou une remise ou quoi que ce soit dans lequel je puisse trouver une lanterne ou un lampion. Très bien. Pas besoin de me faire un jet pour ça, vous trouverez, ça vous prend juste du temps. Pendant ce temps, à la préfecture, le préfet Lépine vous rejoint, armé d'un pistolet et d'une dizaine d'agents qui eux-mêmes sont armés de fusils. Et devant l'entrée, il y a 5 messieurs, grands, blonds, habillés en civil, mais qui cachent absolument mal leur allure militaire, encadrant le capitaine Ilyushin. Évidemment, Lépine, quelqu'un peut m'expliquer? Père, je vous présente le capitaine Ilyushin. Je sais très bien qui est l'attaché d'ambassade Ilyushin. Ce que je me demande, c'est pourquoi il est là avec ces 5 gentilshommes. Du renfort n'est jamais de trop, monsieur Lépine. Vous avez l'art de vous faire des amis partout, décidément. Bien. J'ai appris qu'il fallait éviter les questions superflues avec vous, ou plutôt, j'ai appris à les reporter. Allons-y. Le capitaine Ilyushin aussi dit « Oui, vous auriez pu aussi me dire qu'il y avait le préfet qui allait venir. » Nous n'étions pas tout à fait sûrs. Oui, bien sûr. On va donc les guider jusqu'au Louvre. Oui. Et une fois dans le Louvre, on va se repérer. Alors si je me souviens bien, c'était grâce à certains symboles gravés sur les pierres dans les égouts, c'est ça? Alors, Des lettres non. grecques. Des lettres des hébreux, lettres ouais, grecques, ou je oui, sais pas quoi. vous allez au Louvre directement, dans le Louvre. Non, c'est pas. On passe par en dessous. C'était Là, pas la. vous allez dans les égouts, en fait. Oui, voilà, ouais. Une fois que vous avez résolu votre problème de lampe, monsieur Colin,
vous vous retrouvez de nouveau dans ce petit couloir où vous avez eu la joie, il y a quelques semaines de cela, de rencontrer le chien de la famille des rats et d'avancer sous terre où il fait encore plus chaud que la dernière fois. Il faisait assez chaud la dernière fois, mais maintenant c'est le printemps, donc vous n'avez même plus la fraîcheur de l'extérieur qui petit à petit rafraîchit dessous. Je ne vais pas vous faire des rencontres fortuites qui vous font peur. Vous vous rejoignez dans les égouts tous ensemble à un moment ou à un autre, et vous voilà tous près d'un collecteur, pas très loin de ce que vous pensez être l'accès de la Chapelle Noire. Pour être exact, vous êtes à ce carrefour où vous aviez pour la toute première fois aperçu Philippine de Brécy qui se rendait à la Chapelle Noire et où vous aviez rencontré la famille Rat. Messieurs, peut-être que nous pouvons laisser faire les professionnels qui nous accompagnent et qui ont l'habitude de ce genre d'opération. Vous avez raison, je passe devant. Je suis David Ojan. Et moi, je veux dire que j'ai pas besoin d'un spécialiste pour balancer une grille d'arbre à travers la tronche du mage Nox, du mage machin, du mage bidule, de votre médecin bidule. Eliezer, c'est ça le nom que vous cherchez. Eh bien, il va servir d'arbre, hein, vous allez voir. En marchant vers la salle principale de la Chapelle Noire, je transmets quand même au capitaine Yushin et au préfet Lépine toutes les informations d'ordre tactique, on va dire, sur la taille de la salle, sur le nombre de personnes qu'il peut y avoir dedans, sur les couloirs avec goulot étranglement, ce genre de choses. Très bien. Ils sont surtout vraiment intéressés par le fait de est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un seul accès ou pas? J'en suis absolument pas certain. Les hommes du capitaine Ilyushin sortent des pistolets. Capitaine Ilyushin demande si quelqu'un a besoin d'une arme supplémentaire. Vous êtes vraiment sûr, monsieur Ponce, que vous ne désirez pas autre chose que votre grille? Bah, juste, vous mettez pas devant quand je vais la lancer. Moi, je veux bien une arme, s'il vous plaît, capitaine. On y a une arme sous l'air absolument désapprobateur de papa. Je vais prendre une arme aussi. Je prendrai une arme, moi aussi. Très bien. Votre légendaire clic-clac ne suffit pas. Bien, vous êtes tous armés soit d'une arme à feu, soit d'une grille de marronnier, et vous avancez dans les égouts. Donc, monsieur Ponce, est-ce que vous êtes en tête? Vu que vous me sembliez chaud. Les Russes sont petits ou sont grands? Ils sont assez grands. Ah, bah alors je suis devant. Moins que vous, bien entendu. Ah bah alors je suis juste derrière pour balancer par-dessus. Alors, vous n'aurez pas la place. Parce que petit, tout ça, c'est surtout la hauteur de plafond qui est pas très très élevée. Il n'y a aucun d'entre vous, à part peut-être Jeanne et Monsieur Collin, n'arrive vraiment à marcher en étant complètement debout. Alors, si ça marche lentement, je suis devant. Si ça marche à rythme normal et rapide, parce qu'ils sont pressés, je suis dans les premiers. Non, ils sont plutôt prudents. Contrairement à vous, par vous quatre, aucun d'entre eux ne connaît vraiment l'endroit, n'y est jamais venu. Vous êtes tous éclairés à la lampe tempête, donc ils sont très prudents. Ils ne savent pas combien il peut y avoir d'adversaires en face, donc ils sont prudents. Le préfet Lépine et le capitaine Ilyushin sont stratégiquement au centre du groupe. Dites-moi dans quel secteur du groupe vous vous placez. Donc Monsieur Ponce plutôt vers l'avant, Alors, soit plutôt juste... vers l'avant, parce que moi, donc le personnage de Paul Ponce semble plutôt énervé du fait qu'il a failli y passer, et pas de la plus sympa des manières. Donc il est un petit peu aveuglé par la vengeance. Donc plutôt vers l'avant. Monsieur Monroy. Je serai plutôt à l'arrière, avec l'instinct de la galanterie de 1900 de vouloir être avec Jeanne, si celle-ci est à notre niveau. Pour ma part, je vais rester avec mon père, parce qu'il faut pas exagérer. Dans la zone la plus sûre, au milieu. Moi, je me sens un peu responsable de tout ce qui se passe, malgré moi. Et du coup, je me mets plutôt vers l'avant, à côté de Paul Ponce. Alors vers l'avant, il y a un petit moment de dispute, de préséance entre les hommes d'Ilyushin et les hommes de l'Épine, qui jouent un peu des épaules pour pouvoir être les premiers, parce que voilà quand même, puis qui veulent briller devant leur chef. Et vous avancez. Vous pouvez tous me faire soit un jet de chasse, soit un jet de traque. Donc pour moi, c'est une défaite. Pas de réussite. Une réussite mitigée. Pas de réussite. Il n'y a que Jeanne, dans tout votre groupe, qui entend des bruits de pas furtifs. Par contre, vous n'êtes pas capable de déterminer s'ils viennent de devant ou de derrière. Est-ce qu'il y aurait moyen de déterminer ça si jamais le groupe faisait une pause? Peut-être bien. Donc je vais souffler l'idée au capitaine Ilyushin et au préfet Lépine qui sont à mes côtés pour qu'ils fassent passer l'information. 2-3 ordres sont lancés en chuchotant et le groupe s'arrête. Et vous entendez distinctement, effectivement, divers bruits de pas, certains bruits métalliques qui
ne laissent absolument pas trop de doutes en ce qui concerne leur origine. Des cliquettements qui sont typiquement ceux des chiens de pistolet que l'on arme. Des glissements métalliques et des frottements qui sont ceux d'une lame que l'on dégaine. Et devant comme derrière, des petites lumières tremblantes et rougeoyantes de lanternes ou de torches qui s'approchent. Vous pouvez tous mettre un point d'angoisse Nous allons répondre à ces cliquettements. par vos propres cliquettements. Oui. Moi, je mets le genou au sol et je me prépare, j'arme. Donc on voit les rougeoiements de la... Un petit peu, oui. Un petit peu. Est-ce que c'est à portée de grille? Non, sinon vous verriez les gens aussi. Et une voix s'adresse à vous. Chers amis, vous me rendez visite dans mes petits territoires souterrains. C'est charmant. Vous reconnaissez tous, bien entendu, la voix de Pierre-Amédée Dupuis de Perfit. Et c'est à peine si ne vous voyez pas le reflet de son sourire flamboyant sur les parois. Comme vous le diriez... En fait, vous allez le dire, vous êtes faits comme des rats, nous vous encerclons. Alors, voyons, j'aimerais bien vous donner le choix de mourir ou pas, mais j'ai férocement envie de vous tuer. Comment fait-on? Vous vous battez et vous mourrez dans la souffrance, ou vous vous rendez et je vous accorderai une fin digne? Les lumières qu'on voit, elles sont à portée... Sauf vous, Jeanne, hein? Jeanne, vous allez souffrir. Les lumières qu'on voit, elles sont à portée de vue. Elles sont à portée de vue, mais en fait, vous comprenez qu'ils se tiennent tous pour l'instant derrière des angles et des virages pour ne pas être à portée de tir. Ils sont juste hors de portée. Je crois qu'il a pas compris qu'on était avec des renforts. Sinon, il parlerait pas de jeunes comme ça. Si effectivement il nous encercle, je pense qu'il ne craint plus grand-chose de nous, quel que soit le nombre. C'est du bluff. Je fais un petit tour de table rapide sur qu'est-ce que, individuellement, chacun de vos personnages compte faire dans l'immédiat. Monsieur Colin. J'ai une lanterne à pétrole. Oui. Je suis le seul à en avoir une? Non. Je vais l'acheter Non. sur mes ennemis. Très bien. Mademoiselle Lépine. Je vais me mettre dos à mon père et armer mon pistolet. Très bien. Monsieur Monroy. Je pense que par instinct, je vais peut-être reculer un peu dans le groupe des policiers. Monsieur Ponce. Je commence à avancer, presque à être en première ligne. Je vais faire un petit décompte. Si au bout de ce décompte, vous n'avez rien dit, nous lancerons l'assaut. Voilà, on va faire comme ça, hein? Ce sera charmant. Je vous promets qu'on va s'amuser. Enfin, nous, en tout cas. Eh ben, faites-moi un petit jeu de combat, Monsieur Colin. Physique? Oui. Donc, après le 10, Monsieur Colin lance sa lampe. Plutôt vers l'arrière ou plutôt vers l'avant? Bah moi, je suis plutôt vers l'avant, donc je vais plutôt la lancer vers l'avant. C'est tout à fait logique. Donc, vous avez une lampe tempête qui passe au-dessus de votre tête, monsieur. Le but à nouveau, c'est qu'elle explose au sol, qu'elle s'enflamme. Oui. 2 réussites. Vous arrivez à la lancer manifestement au pied du puits de Perfit, ce qui provoque un petit vent de panique chez vos adversaires vers l'avant. Que faites-vous, monsieur Ponce? Je regarde les vrais Cosaques qui sont avec moi, ainsi que... Oui, je fais... Chargez, nom de Dieu. Et je charge avec la grille d'arbre comme bouclier. Très bien. Monsieur Monroy. Je prépare mon arme et j'attends que l'assaut nous tombe Mademoiselle dessus. Lépine. Je vais attendre en sécurité. Monsieur Colin. Je vais me sentir intimer l'ordre qu'a donné Paul Ponce, donc je vais charger en même temps que les Cosaques. Donc, les hommes de l'épine et les Cosaques qui sont à l'avant chargent, accompagnés de Paul Ponce et de Monsieur Colin, et des coups de feu retentissent à l'arrière. Alors, on va commencer par régler le petit souci de la charge. Vous aurez une initiative, évidemment, par rapport à vos adversaires. On est d'accord que je vois du coup depuis de Perfit, avec la lumière que nous a fait notre Oui, ami Colin, vous le voyez, oui. et je le charge plein fer. Très bien, faites-moi un jet de combat. Vous n'avez pas encore je ne vous accorde pas encore votre spécialisation de lutte, quand vous serez engagé. 3 réussites. Eh bien, vous lui rentrez dedans, plein badin, comme on dirait chez vous, et vous le renversez au milieu de l'égout. Vous vous retrouvez dans une position montée tout à fait propice. Par contre, autour de vous, il y a des hommes armés de couteaux, de sabres, qui sont prêts à défendre leur chef, à moins que, Monsieur Colin... Mais nous aussi, on est prêts à défendre notre chef. Oui, que faites-vous?
Et je vais en fait suivre la charge de Paul de façon un poil plus stratégique dans le but parce que je vois bien où est-ce qu'il va parce que Comment ça, un peu le plus stratégique. vu la récite qu'il a, je vois bien vers qui il fonce et je vais essayer de le protéger. Donc si je vois des gars autour, je vais leur tirer dessus tout simplement. Très bien, faites-moi un jet de combat. Évidemment, le fracas des armes à feu dans les égouts est absolument assourdissant et la lumière des détonations vous éblouit. Une réussite. Vous en touchez un. Je veux pas faire de dégâts, il tombe. Pendant ce temps, derrière, ça vous tire dessus les amis. Aucune balle ne vous touche, ce sont des hommes de Ilyushin et de l'épine qui prennent. Est-ce que vous répliquez ? Ah oui. Très bien, jet de combat, il va falloir que vous soyez forts parce qu'ils sont, contrairement à vous, cachés dans les angles. Au vu du lieu et de la concentration, c'est plutôt physique ou mental pour tirer là? Non, c'est physique. Physique. Physique, c'est tout ce qui est aussi réflexe, agilité, même dans une certaine mesure sang-froid. Il y a un 10 et 2 1. J'ai le même genre de problème. Eh bien, manifestement, les pistolets russes, c'est de la camelote, et ils s'enrayent tous les deux. Je vais jurer comme un charretier, comme ils disent déjà, et je vais saisir du coup mon clic-clac. Très bien. Pendant ce temps, revenons à l'avant du combat. Alors, vous pouvez engager la lutte avec... Alors, je suis donc au-dessus de Depuis de faire vite. Oui. Je lève la grille d'arbre. Oui. Et je la fracasse sur la tronche Très bien. pour le mettre hors service. Si ça le tue, c'est pas grave. Si ça le tue pas, tant mieux, mais il sera hors service. Un petit jet de combat, hein, pas de... rien à redire là-dessus. Donc, une défaite, 2 victoires. Vous le touchez, mais sur l'avant-bras, il réussit à parer. Vous entendez quand même le craquement de son avant-bras quand il se brise sous l'impact. Et il commence à crier fort. Pendant ce temps, un de ses sbires se propose de vous larder à coups de sabre. Je vais laisser à Monsieur Colin l'occasion de le flinguer avant. Tout à fait. Pas de réussite. Raté. Et vous êtes touché, Monsieur Ponzé. Combien en physique déjà ? 5. 5, vous prenez une blessure. À l'arrière, la fusillade se poursuit, donc vous êtes plutôt en train de vous cacher, je suppose, Monsieur Moroy, Mademoiselle Lépine. Oui. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit recoin? La meilleure stratégie, c'est de se mettre le plus petit possible derrière les autres. Voilà, donc je pense que je vais attraper Monsieur Moroy par le poignet et lui inviter à venir s'accroupir avec moi dans un petit coin sombre en dehors du passage. J'allais faire la même chose, on est d'accord? Fantastique. Très bien. Vous êtes tiré vers l'arrière, du coup, plutôt par le capitaine Lushin qui dit, qui vous montre qu'à l'avant, on ne vous tire pas dessus. Donc, pour se mettre à l'abri, il vaut mieux aller là-bas. Donc, il commence à faire un repli stratégique avec votre père et les hommes qui tirent, évidemment, tir de barrage dans l'égout pour empêcher vos adversaires de vous tirer dessus. Voyons voir si, malgré cela, un facétieux cosaque arrive à vous envoyer une petite boulette. Eh ben non, vous ne l'avez toujours pas eu, votre boulette. Et vous arrivez à peu près tous ensemble au niveau du combat qui se déroule à l'avant, où Monsieur Ponce se propose donc de mettre la misère à Amédée Dupuis de Perfit. Oui, mais il est dans le désordre là, en ce moment. C'est il commence. Allez, round suivant, monsieur, du coup, n'oubliez pas de vous enlever un dé, puisque vous êtes blessé. Une réussite. Là, cette fois, il la prend. Il la prend bien, il la prend pleine tête, et du coup, son corps devient tout simplement tout mou. Le même monsieur se propose d'appliquer le même traitement à Paul Ponce. Oh, je ne lui laisserai pas la politesse. Très bien, faites donc votre petit jet de combat. Un échec. Eh bien, vous l'avez raté, donc. Ah, il vous rate cette fois, Monsieur Ponce. Donc, pendant que vous vous levez, il y a un petit réflexe pour esquiver un coup de sabre qui passe juste à portée. Est-ce que c'est depuis du perfide qui le prend, ce coup de sabre? Non. Round suivant, tout le monde est là. Les Cosaques qui sont devant vous commencent à battre en retraite, voire même à carrément fuir, abandonnant gentiment Dupuis Amédée de Perfit entre vos mains délicates. Les coups de feu derrière semblent s'arrêter aussi. Il est encore temps de tirer dans le tas. Vous pouvez toujours, oui, puisque si ça vous fait plaisir, moi ça ne me dérange pas. Un cosaque en moins est une journée de plus de vie d'en gagner, donc cette phrase veut rien dire.
Je vais tirer dans le tas. C'est bien, faites ça. Rien du tout. Quelqu'un d'autre tire dans le tas? Monsieur Collin. Une réussite. Vous en touchez un. Après cette petite escarmouche au fond des égouts, Monsieur Ponce est triomphalement debout, à ses pieds, à moitié dans la fange. J. Amédée Dupuis de Perfit, qui a un avant-bras qui est manifestement enflé et cassé, une coulée de sang assez suspecte sur le côté du crâne. Et pendant que vous allez tous ensemble réfléchir à ce que vous allez faire maintenant, nous allons écouter la carte blanche de Mathieu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de jeux de rôle, mais je vais seulement mettre en avant un sportif français qui, selon moi, a trop vite été oublié en vous contant son parcours. André Roussimov, plus connu sous le pseudonyme d'André le Géant, était un lutteur français, né le 19 mai 1946 et décédé le 27 janvier 1993. André Roussimov est principalement connu pour son travail à la WWE, où il est considéré comme étant un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Son physique hors norme, 2m24 et 235 kg, dû à une maladie génétique, lui a valu durant sa carrière les surnoms d'André le Géant, ou encore la 8e merveille du monde. André a grandi avec sa famille dans un petit village près de Meaux. Et durant toute son enfance, il fut un garçon normal, bien qu'à l'âge de 12 ans, il mesurait déjà 1m90 et pesait près de 110 kg. La famille Roussimov était assez modeste et André s'occupait des tâches ménagères en rêvant d'une vie meilleure où il ne s'ennuierait pas et où il côtoierait les sommets. À 18 ans, André mesurait près de 2m10 et sa réputation de géant atteignit Paris. Un jour, un promoteur vint pour lui proposer de devenir un lutteur. André voyait en cette proposition la seule occasion de réaliser son rêve de gloire. Il quitta alors son village pour s'installer à Paris. En attendant la gloire, André se produisait dans la capitale là où il le pouvait, cirque, spectacle, etc. Il commença notamment une carrière de catcheur au Japon, en 1969. Et lors de son passage dans le pays du soleil levant, il est ausculté par un médecin qui lui décèle une maladie très rare, le gigantisme. Il ne cessera jamais de grandir et son espérance de vie n'excéderait pas la quarantaine. Conscient de cet handicap et du peu de temps qui lui restait, il décida de profiter de la vie et de s'investir dans le catch, discipline qui lui permit d'oublier sa maladie. À 24 ans, André Roussimov était déjà immense. En effet, il mesurait plus de 2m18 et pesait plus de 130 kg. Il fut repéré et engagé par la WWE qui fit de lui une véritable star de lutte mondiale. André s'amusait beaucoup de ce nouveau statut car il pouvait enfin vivre son rêve de gloire. Il était constamment en déplacement pour se produire aux quatre coins du monde et profiter de la vie. À l'aube de la trentaine, André était le lutteur professionnel le plus connu au monde. Sa réputation avait atteint son apogée. Il a grandement participé à la popularisation du catch à travers le monde, qui jusque-là n'était pas considéré comme un sport à part entière. André gagnait tous ses combats et était redouté par tous les lutteurs. Il déchaînait les amateurs de lutte et était l'invité d'honneur des plus grands plateaux télévisés et autres événements. Mais plus le temps passait et plus son corps se fatiguait. Il se déplaçait de plus en plus difficilement et à l'aide de béquilles faites sur mesure à cause de sa carrure. Il pensa qu'il était peut-être l'heure de laisser place aux jeunes et de tirer sa révérence. WrestleMania. WrestleMania était l'événement rêvé pour André afin de passer le flambeau et de quitter le monde du catch professionnel par la grande porte. Il devait affronter le champion du monde Hulk Hogan pour le titre. André s'était mis d'accord avec la WWE pour laisser gagner Hogan. Et même si ce dernier savait qu'il était censé gagner, il était très angoissé par ce combat car il se demandait quoi faire si un géant comme André changeait d'avis. Mais après plus de 25 ans d'invincibilité, André a enfin perdu un combat. 92 000 personnes étaient présentes au Silverdome de Pontiac au Michigan pour voir le dernier et le plus beau combat de la carrière de la 8e merveille du monde. André René Roussimov décédera finalement le 27 janvier 1993 à Paris d'une crise cardiaque. En hommage à son immense carrière et à tout ce qu'il représentait pour les amateurs de lutte, André le Géant est le premier catcheur introduit au Hall of Fame de la WWE, cérémonie qui rend hommage aux lutteurs qui ont marqué l'histoire du catch. Celui qui était décrit comme une personne simple, attachante, humble, aimant ses amis et son entourage, a réussi à devenir en 25 ans l'un des plus grands sportifs du XXe siècle. Et pourtant, en France, contrairement à Paul Ponce, il n'existe aucune rue, boulevard ou ne serait-ce qu'un gymnase portant son nom. Que faites-vous, chers amis? Alors pour ma part, je vais partir à la poursuite des Cosaques pendant une minute à peu près, essayant d'en dézinguer un de plus, puis au bout d'un moment je ferai demi-tour. Je reviendrai vers vous. Ne serait-il pas bon de continuer jusqu'à la Chapelle Noire?
Je pense que si. Montrez-moi le chemin. Vite. En tout cas, vous constatez que Monsieur Collin n'est plus parmi vous. Vous avez entendu des bruits de course. Vous entendez soudainement 2 coups de feu. Et puis plus rien. Je reviendrai vers vous, Monsieur Collin. Est-ce qu'on arrive, parce que c'était il y a très très longtemps, est-ce qu'on est capable de situer à combien de temps on est de la chapelle là? Ça, retrouver le chemin, c'est bon, c'est juste estimer le temps. Vous connaissez un peu moins bien les lieux peut-être que Monsieur Collin qui a plus l'habitude, donc estimer le temps. Pour vous, c'est plus très loin. Je pense qu'on va essayer d'intimer le capitaine Ilyushin et Monsieur Lépine de continuer jusqu'à la chapelle. Ilyushin détache 2 hommes pour ramener les blessés, qui sont au nombre de 3. Vous aviez 15 hommes en tout, en plus de Monsieur Lépine et Ilyushin, 10 de la préfecture et 5 de l'ambassade de Russie. Que faites-vous, Mademoiselle Lépine? Du coup, pour ma part, je vais chercher les petits symboles sur les murs alentours pour essayer de guider le groupe dans la bonne direction. Très bien. Je vous laisse un instant, et je me tourne vers Monsieur Collin. Vous avez couru, et soudainement, vous avez vu un cosaque voler vers vous, littéralement, comme une poupée de son, complètement désarticulée. Par réflexe, vous avez tiré, une fois. Il est tombé, et votre bras a été saisi dans un étau de fer. Vos pieds ont soudainement arrêté de toucher le sol. Vous avez tiré une autre fois, avant de vous retrouver plaqué contre le mur, 30 cm au-dessus de sol, avec la tête du père de la famille Ra juste devant vous. Je te connais, tu fais pas partie de ces enfoirés. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi, c'est moi, c'est Eugène Collin. Pour l'instant, il ne vous lâche pas, mais il ne serre pas plus fort. Je lâche mon arme. Très bien. Elle tombe. Je te veux pas de mal. Ponce est derrière vous. Ouais, il est là, il y a 100 mètres, même pas. Vous lâche soudainement. Je ramasse mon arme. Vous remarquez qu'il est blessé, mais qu'il semble complètement indifférent à ses blessures. Blessé comment? Vous voyez des traces de sang séché sur ses vêtements. Vous voyez assez mal, là, vous avez un peu perdu votre source de lumière. Ses vêtements sont déchirés, il y a des lacérations, probablement des impacts de balles, mais c'est vraiment, il semble bouger comme s'il n'était pas blessé, alors qu'il y a des blessures ouvertes parmi celles-là. Il pue horriblement, ses cheveux sont complètement hirsutes, alors que les dernières fois vous l'aviez vu, il se tenait dignement. Vous avez une espèce d'impression d'avoir une bête sauvage devant vous, en fait. Je pense que mon personnage va être tellement surpris de le voir dans cet état et de cette fée. Je me suis maîtrisé comme une vieille poupée, que je vais juste le regarder comme ça sans mot dire. Je vais ramasser mon arme tranquillement, mais je vais la ranger. Et je suis à la fois soulagé et terrifié. Vous commencez à entendre le bruit de vos compagnons qui s'approchent. Paul, donc, qui s'appelle Paul aussi, le père de la famille Ra, tourne brutalement la tête dans cette direction et vous n'aimez pas la lueur qu'il y a au fond de ses yeux. Non, Paul, calme-toi. C'est tes amis, c'est mes amis. C'est Paul Ponce, c'est Jeanne Lépine. Il y a d'autres gars avec nous, mais ils sont avec nous, c'est nos alliés. Vous l'entendez juste dire « Ponce » et il commence à avancer. Mais qu'est-ce qui t'arrive Vous commencez à distinguer les autres, la voix de Eugène Collin qui semble parler. Vous n'entendez pas distinctement ce qu'il dit, mais vous entendez sa voix. Il semble discuter avec quelqu'un pas très rassuré quand même. On va l'interpeller. Eugène, tout va bien? N'approchez pas. N'approchez pas. Qu'est-ce qui se passe? N'approchez pas. Le groupe de Monsieur Mauroy et compagnie, vous entendez comme une espèce de... comment dire? Grognement. Tandis que Monsieur Collin, vous l'entendez distinctement dire... Paul, il faut que tu te calmes, il y est pour rien. Est-ce que j'entends dire ça, moi? Oui. Comment ça, j'y suis pour rien? Oui, du coup, vous entendez des pas qui s'approchent, qui sont en train de marcher dans l'eau. Et la lumière se bouche, comme si une grande masse était occupée presque l'intégralité de l'espace du conduit d'égout. Et vous voyez, vous reconnaissez tous les trois, Paul de la famille Ra, qui se distingue et qui vous regarde, Monsieur Ponce, avec un air que je qualifierais de féroce.
Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas revu depuis le décès de Théophraste. Tout à fait. Je pose ma grille. Paul, derrière toi se trouve celui qui a tué ton fils. Et cette grille va lui passer à travers la tronche. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Devant moi se tient celui qui l'a envoyé à la mort. Il se jette sur vous. Vous pouvez me faire un jet de lutte. C'est 2 ça. victoires et 1 défaite. Ah ben, vous le maîtrisez. Sa charge était complètement désordonnée. Il a essayé de vous renverser un peu comme vous l'avez fait avec Amédée Dupuis de Perfit. Mais évidemment, vous n'êtes pas Amédée Dupuis de Perfit et donc vous le renversez et lui appliquez une clé de bras assez facilement au sol. Par contre, il se débat le bougre et il est diablement puissant. Je me colle à son oreille. Paul, j'ai besoin de toi avec moi, pas contre. Refaites-moi un petit jet de lutte pour principalement ne pas avoir à le blesser pour le maîtriser. 2 victoires. Oui, alors vous voyez quelque chose que vous n'auriez jamais vu. Tout d'un coup, il lui applique une clé de bras et puis le père de la famille Rat, Paul, pose brutalement son autre main au sol, arrive à regrouper les genoux sous son ventre et se détend. Vous volez littéralement, vous sentez le plafond vous effleurer le dos avant que vous ne retombiez. Alors vous ne vous faites pas mal, hein, vous êtes surpris mais quand même pas à ce point. Et il se retourne et se propose de vous envoyer son poing gigantesque en travers de la figure. Pouvez-vous me faire votre jet ? 2 victoires. Vous l'esquivez sans problème. Vous essayez d'intercepter, de le remaîtriser ou pas ? Oui. Très bien. Donc, pas besoin de me refaire un jet, c'était juste pour savoir ce que vous faisiez là. Vous interceptez son bras, vous réappliquez une clé solide. Il se débat encore, mais petit à petit, vous arrivez à faire des petits nœuds, hein, comme vous savez si bien le faire, et le maîtriser pour qu'il ne puisse plus bouger. Au nom du ciel, nous combattons les mêmes ennemis, calmez-vous! Et là, vous entendez vraiment Paul, donc pas Ponce, Rat. Il pousse vraiment un hurlement de bête blessée, dans lesquels vous distinguez les mots de « ils ont tué mon fils ». Jeanne va aller voir Paul Léra. Oui. Et profiter qu'il soit dans les bras de Ponce pour le prendre dans ses bras à elle et essayer de le consoler comme elle peut. En tout cas, de montrer qu'on partage C'est bien, cela sa fonctionne. détresse. Cela fonctionne. Cela le détend. Il cesse de se débattre et vous arrivez à relâcher vos clés diverses et variées. Et il sombre plutôt dans une espèce de forme d'apathie. Je récupère donc ma grille. Je la regarde droit dans les yeux. Je fais... Je sais qu'ils ont tué votre fils, Paul. Mais si nous sommes là, c'est justement pour ça. Par contre, Paul, vous qui avez l'habitude, maintenant vous constatez que vous êtes couvert de sang qui n'est pas le vôtre et que, effectivement, Paul Rat est grièvement blessé. Vous ne comprenez pas comment il arrive à marcher. Il devait être dans un état d'adrénaline et d'excitation incroyable. Il a plusieurs balles en travers du corps, il a pris au moins un coup de sabre en travers du dos, il a des hématomes partout, il a dû se battre depuis... Vous voyez qu'il a le visage complètement hâve et émacié, difficile à savoir depuis combien de temps il a mangé ou pas. Pour vous, il faut l'envoyer à l'hôpital de toute urgence en fait. Monsieur le préfet, faites envoyer ce monsieur aux soins. Paul, je vous ramènerai la tête, et peut-être avec ce qu'il y a au bout, en personne, de celui qui a fait ça. Il vous regarde, monsieur Ponce, et peut-être est-ce là un signe d'assentiment, il s'évanouit. Et préfet Lépine dit, par contre, là il va falloir que je prenne 3 personnes pour le sortir d'ici. Hein. Eh bien fait. Donc 3 policiers s'escriment littéralement à traîner Paul Rat en dehors des égouts. Vous avez perdu encore 3 hommes. Colin, où est cette chapelle? C'est par là. Du coup, je vais mener la marche pour qu'on aille en direction précise de la Chapelle Noire. Le chemin se fait plus facile car il se fait rapidement plus éclairé. Monsieur Monroy, Qu'a-t-on fait de Amédée? je vous pose la question. Qu'avez-vous fait de Amédée? Je l'ai laissé sur place. Auquel cas, le Bon, préfet Lépine l'a menotté dûment et proprement. Ah, bon, ok, alors, Ça me paraît plus raisonnable. Après, s'il était vivant. Enfin, je ne sais pas s'il était vivant d'ailleurs. Mais... Il était plus ou moins vivant. Mais est-ce qu'il le sera à votre retour est une autre question. Il est à sa place au milieu des égouts.
Lépine vous dit que s'ils ont un peu d'énergie, l'un de ces hommes le ramassera sur le chemin. Bon, je fais rebrousse chemin. Je vais voir le Amédée du Pic Perfit. Bon, il est toujours complètement dans les vapes. Je lui mets une balle dans la tête. T'es très mal joué, ça, Colin. La chapelle est par là. Oui, mais lui aurait pu nous dire, peut-être, lâche comme il est, où se trouvent les autres. Et Je là, ne il y a réponds même pas. Lépine qui dit Monsieur Colin, faites-moi penser à vous arrêter quand tout sera fini. Quand tout sera fini. Donc, sur cette bonne ambiance, le chemin se fait plus facile car plus éclairé. Et on a bâti une porte, en fait, on a installé une grande porte grillagée devant ce qui était l'entrée de la chapelle. Et devant cette porte, il y a 3 hommes, 2 qui sont à genoux avec des fusils Lebel, qui sont donc, pour tous ceux qui l'ignorent, les fusils de l'armée française. Alors, celui qui est entre les deux n'est ni plus ni moins que le patron. Je suis en tête. Oui. Donc je m'approche, doucement, l'arme au poing, mais sans être menaçant. Pas plus loin. Vous a cherché, patron. Eh ben, tu m'as trouvé. Falloir nous laisser passer maintenant, vous le savez. Je crois pas, non. Qu'est-ce qui vous empêche de nous laisser passer? Je parle pas des 2 gars avec leur flingue. Je parle de vous. Ah non, ils vous empêchent, vous, de vous faire laisser passer. À l'heure actuelle, il y en a au moins un des 2 qui est en train de viser la tête du préfet de police de Paris. Qu'est-ce que vous faites là? Mon job. On vous a payé pour ça? Petit Colin, tu crois quand même pas que je fais ça gratos? Non, bien sûr, mais vous pensez pas tomber dans d'aussi basses besognes? Je veux dire, même vous m'avez appris le code d'honneur de la rue. Il est où le code d'honneur? Code d'honneur. Colin, t'es quand même pas assez naïf pour croire que le code d'honneur s'applique tout le temps, en permanence et à chaque situation. Ouais, Sinon, on serait pas des bandits. ouais, je suis d'accord, mais chez vous, apparemment, ça fait des mois qu'il s'applique plus le code d'honneur. Je suis navré de te décevoir, mon petit Eugène. Mais j'ai toujours plusieurs projets sur le feu et je les dis pas toujours. Par contre, t'as de la chance que ce soit moi qui soit là. Parce que si on avait écouté ceux qui sont au-dessus de moi, t'aurais une espèce de mitrailleuse à canon rotatif ici et dès que vous seriez venu, vous auriez été transformé en pâté pour chien. Là, je vous laisse l'occasion de faire gentiment demi-tour et de plus revenir. Vous savez, monsieur Lantier, malgré tout, j'ai encore un petit peu de respect pour vous. Suffisamment pour vous dire que, bah là, vous avez peut-être des affaires un petit peu à droite à gauche, mais celle-ci, ça pourrait être la dernière. Alors, soyez gentil. T'inquiète, je sais, c'est la dernière. D'une manière ou d'une autre, c'est la dernière. Soit je m'évade au soleil et je finis ma vie peinard, soit je mange les pissenlits par la racine. C'est les risques du métier. Au par ailleurs, toi qui t'y connais bien dans les sels migondis et les agitations, il me semble que la personne qui est juste derrière cette grille connaît précisément votre position à l'heure actuelle. Alors à un moment ou à un autre, vous avancez et on vous flingue, vous reculez et ça se passe bien, mais va falloir bouger. Je vous laisse le choix. Colin, baissez-vous. Vous baissez-vous, monsieur Colin? Oui. Mademoiselle Lépine. Je pense que nous aussi, connaissant le tempérament de Paul, il risque de faire une bêtise, qui risque de se retourner contre nous. Monsieur Monroy, vite. En entendant ça, je me serais jeté sur Jeanne, genre à terre. Parce que ça va fusiller dans tous les sens. Exactement. Je balance la grille Oui. à travers le patron, en espérant tout simplement un effet de surprise sur les 2 qui ne s'attendaient pas à ça avec les fusils. Faisons ça. Faites un jet de combat. Victoire mitigée. Alors, le patron est surpris, mais esquive quand même votre coup. Il se jette de côté, la grille me touche gentiment à l'épaule. Il bouscule un des deux tireurs, mais l'autre tire. Je vais faire un petit jet pour lui pour savoir s'il a le bon réflexe, c'est-à-dire de vous tirer dessus à vous. Il a le bon réflexe. Donc, il vous tire dessus, monsieur Ponce. Et vous rate. Le bruit est encore une fois assourdissant et un impact de balle vole juste à côté de vous. Que faites-vous tout le monde? Bah du coup, en tombant au sol, je vais avoir le réflexe de sortir le pistolet que j'avais rengainé. Et je vais tirer sur le premier gars qui nous a tiré dessus. D'accord, sur celui qui vient de tirer. En fait. Tout à fait. Très bien, mademoiselle Épine. Je vais rester au sol, ça me paraît bien comme position. C'est très bien, monsieur Monroy. Je reste allongé en tenant Jeanne Lépine, en pointant vaguement mon arme vers la menace, mais sans plus. Sans plus. C'est bien, c'est bien. Gentleman. Et monsieur Ponce?
Je me rue sur le patron pour l'attraper et taper l'autre gars avec le patron dans les mains. Enfin, en prendre un pour taper sur l'autre, quoi. Très bien. Le patron, il est quand même pas taillé fillette. Hein. Du coup, ça fera plus mal à l'autre. D'accord, je vois l'optique. On va commencer par vous, monsieur Colin, faites votre jet de combat. Une réussite. Vous le touchez donc. Il tombe et se tient l'épaule et son fusil tombe au sol. Le patron et l'autre se dégagent. Alors le patron se propose de venir à votre rencontre avec son club, monsieur Ponce, et l'autre, tire. Hein. Lui aussi son fusil s'enraye. Et donc un combat épique, héroïque et sans doute légendaire s'engage entre Paul Ponce et le patron. Numéro 2, parce qu'il y en a eu juste avant. Pour l'autre, c'était moins légendaire, un homme désarçonné. Allez, monsieur Ponce, allez-y. 2 victoires. Du coup, vous le touchez. Mon cher monsieur, qu'est-ce que vous faites exactement ? Je le plaque et je le plaque et dans l'élan, je l'envoie sur celui qui a son arme enrayée. Alors là, ça va faire... Vous demandez beaucoup, là. Vous arrivez à le plaquer au sol, mais pas plus que ça. D'accord. S'il est lourd, d'accord. Oui, vous le mettez au sol, vous esquivez un coup de club, vous l'avez pris aux hanches, se arrachez les jambes, et vous le retrouvez dos au sol par terre. Par contre, il a eu le réflexe de ne pas lâcher son club. Monsieur Colin, vous tirez encore ? Donc là, on a un soldat qui est au sol. Un autre qui est en train de regarder son fusil d'un air un peu stupide, et une mêlée impliquant Paul Ponce et le patron. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher du second soldat, et je vais choper le fusil, le bal du premier, et je vais assommer le second soldat en lui mettant un gros coup de latte dans ce cas-là, vous vous déplacez juste à cette phase de combat, le temps de contourner la mêlée et d'arriver jusqu'au fusil. Ça ne me pose pas de problème. Évidemment, pendant ce temps, les autres ne restent pas inactifs et réussissent à éliminer le soldat qui regardait son fusil d'un air stupide. On ne fait pas ça devant un capitaine des Cosaques. Reprenons le combat de monsieur Ponce. Je tente la clé de bras pour lui faire lâcher le petit club. C'est une défaite. Écoutez, pour lui, c'est une réussite mitigée, donc le status quo se maintient. Vous n'arrivez pas à attraper son bras, il vous a donné 2-3 coups de poing sans aucune conséquence, mais qui lui permet de vous tenir à distance et de vous empêcher de lui saisir le bras. Mais vous, de votre côté, vous l'avez empêché d'armer son coup de gourdin et de ne pas le prendre. Faisons la phase suivante immédiatement. Après cette phase, vous pourrez agir, monsieur Colin. C'est une défaite. Lui, il se réveille. Donc, cette fois, vous prenez un coup de gourdin qui ne vous fait pas particulièrement de dommages, mais vous dégage entièrement de lui et il réussit à se relever. Pendant la phase de combat, en fait, je me serais placé de manière à tenir en joue la tête du patron avec mon arme. Avec un angle pour être certain d'absolument pas le rater si... là, vous êtes près de lui. En fait, le plus grand danger, vu l'arme que vous avez en main, ce serait de tirer sur Paul Ponce à travers l'entier. Et en fait, je suis juste comme ça, en joue, en direction du patron, et je tremble, je transpire, j'ai ma main même qui tremble comme elle n'a jamais tremblé. Le patron se retourne, si vous le laissez faire. Ah oui, je le laisse faire. Ouais. Il lâche son club. Celle-là, elle est bonne. T'as toujours été trop émotif, mon petit Colin. Le sang-froid dans l'action, le sang-froid. Du sang-froid. Vous en avez eu quand vous avez torturé Jeanne ? Quand vous avez trahi tout ce que vous m'avez appris ? Et toi, quand t'as renié les tiens pour te mettre du côté des bourgeois, t'en as eu ? Je me suis pas mis du côté des bourgeois. Je me suis mis du côté des défenseurs des pauvres. Une montre du menton maurois ? Colin, je te croyais plus futé. Un mec comme ça défendra jamais les pauvres. Ça croit défendre les pauvres, ça se donne bonne conscience pour être content quand il va voir le curton à l'église le dimanche. Mais fondamentalement, ça reste juste un gros bourgeois. Un jour ça lui passera. Ça te passera, mon roi. Et puis il fera autre chose. Et vous alors ? À travailler pour du Pete Perfit ? En termes de bourgeois, je pense qu'on est pas mal aussi. Et pourquoi ? Pour désinguer des ouvriers ? Les ouvriers, c'est des gars du quartier, c'est des gars comme moi, c'est des gars comme vous. C'est pas pour Perfit que je travaille, tu le sais très bien. Je sais bien que t'as fureté et que tu sais très bien qui est Hermanter. C'est votre fils ? Évidemment que c'est mon fils. Au final,
Il n'y a jamais que la famille qui compte, Colin. Vous vous en rendez compte à peine maintenant qu'il s'est approché de vous et qu'il a saisi le canon, mais qu'il le place droit sur son cœur. Maintenant, mon petit Colin, t'as un choix. Soit je t'allonge, soit tu m'allonges. Dans notre milieu, il n'y a que comme ça que ça avance. Donc on est d'accord que le patron m'a tourné le dos. Ah bah oui, carrément. Je m'approche tout doucement derrière lui et je le saisis pour le retirer, enfin le reculer du fusil, en lui brisant l'épaule. Très bien. Eh ben vous refaites un jet de combat. Une victoire. Dites donc, mais c'est un véritable serpent cet homme-là. Il arrive à se retourner, à vous en allonger une. Qui ne vous fait pas de dégâts, mais ça le libère juste. Vous faites quoi, monsieur Colin? Bah, si je fais pair, je tire. Si je fais impair, je ne tire pas. Je ne tire pas. En tout cas, tous les hommes de l'épine, tout le monde est en train de braquer le patron. Monsieur Monroy, Je suis toujours avec Jeanne Oui. par terre. mais vous commencez à sentir une vive douleur qui est en train de grimper le long de votre colonne vertébrale au niveau des cervicales. Et vous qui êtes contre lui, mademoiselle Lépine, vous voyez sa tête commencer doucement à se déporter sur la gauche par petits à-coups, tandis que ses pupilles commencent à s'écarquiller de peur. Je vais tenter de le soulever, de le traîner un peu plus loin afin de le faire changer d'endroit. D'accord, vous faites ça. Faites-moi un petit jet de sport parce que malgré tout, hein, il est bien en chair, le Monroy. Une réussite. Eh ben, vous commencez à le tirer. Vous pouvez faire un jet de sport également, monsieur Monroy. Un succès. Il a la tête qui est complètement tournée sur l'épaule gauche, mais dans un angle qui est encore tout à fait naturel. Mais vous sentez cette douleur un peu comme une énorme contracture ou un torticolis et vraiment une poussée sur le côté de votre visage, comme si une grande main invisible était en train de vous pousser la mâchoire. Au vu de la terreur, parce que je sais très bien ce qui est en train de m'arriver, je pense que le personnage est à un niveau de flip total. Est-ce que je gagne pas un point de névrose direct là? Oh, si vous voulez le prendre, moi je vous le donne. Hein, je sais Bah, pas, vu l'état, ouais, je pense que vous ça pouvez me faire paraît un jet psychotique même, hein, pour gagner. Si vous voulez même gagner de la psychose, vous pouvez. C'est bon. Vous ne gagnez pas de points de psychose. De l'autre côté de la salle, vous voyez tout d'un coup Jeanne s'agiter et traîner Monroy vers le fond du couloir. De mon côté, moi je continue à essayer de me faire l'entier en gueulant à tout le monde. Je m'en occupe passer. L'entier tout d'un coup se précipite vers les policiers. Vous entendez une pétarade infernale. Et il tombe. Par contre, monsieur Colin, pour remarquer une chose, il a fait un petit geste juste avant de s'élancer. Celui de tourner la clé qu'il venait de glisser dans la porte ferrée et de l'ouvrir. Lorsque le corps du patron tombe et que la fumée se disperse, la porte qui vous barrait la route est ouverte. Je pense que mon personnage va s'élancer à travers la porte, l'arme au poing et une larme coulant le long de ma joue. La douleur cesse subitement, monsieur Monroy. Je pense que dans la panique, j'aurais lâché mon arme là où j'ai commencé à ressentir le soyons honnêtes et fair play. Ça vous inquiète beaucoup, mademoiselle Lépine, parce que d'un coup, il a un spasme, en fait. C'est-à-dire que sa tête se déporte brutalement de la gauche sur la droite. Simplement, vous étiez tellement en train de forcer pour empêcher le truc, que quand ça s'est lâché d'un coup, vous avez fait pouf de l'autre côté. Je pense que je vais lâcher un petit cri de surprise. Immédiatement, du coup, votre père vous rejoint. Qu'est-ce qui se passe? Jeanne, que se passe-t-il? Vous allez mieux, monsieur Monroy? Je crois, oui. Vous suivez monsieur Colin, monsieur Ponce? Il y avait un fusil qui était encore sur place, celui qui avait servi Oui. à Colin pour fracasser. Donc je le prends, avec le fusil dans une main et la grille dans l'autre. Ah donc, monsieur Colin, vous vous élancez. Je vais laisser tout le monde en plein suspense pour écouter une petite rubrique historique. Auditrice, auditeur, mes potos, si je te balance, duel au 19e siècle, il y a des chances que tu penses de suite à une paire de cow-boys crado se faisant face sous le soleil et la poussière. Mais, en bon petit futé, peut-être que tu vas aussi penser à deux zigues en 3 pièces face à face dans un petit matin embrumé, et t'auras bien raison.
Car entre 1870 et 1914, la France est le paradis des duels. C'est même une spécialité nationale, au même titre que la littérature et la gastronomie. C'est pas hyper simple à estimer, mais il y aurait eu à la fin du siècle une moyenne de 200 à 300 duels par an en France. Et là, je t'entends, la vache, mais à ce rythme, il devait y avoir un sacré défilé permanent au Père-Lachaise. Ouais, mais non. C'est vrai. Il y a un temps où en France on connaissait que le duel à mort, tant il est vrai qu'on est bourrin dans l'âme au pays des coqs. Pour digresser une chouille, imagine-toi qu'on estime à 8000 gars butés en duel juste pendant les 21 ans du règne d'Henri IV. Ça fait une moyenne d'un macabre par jour. Mais à la belle époque, on arrive à un ratio d'un mort sur 35 affrontements parce qu'on a généralisé le duel au premier sang. D'ailleurs, dis-toi bien que les fabricants de pistolets de duel étaient pas peu fiers de leur pétoire, moyen précise et pas trop puissante. Bon d'accord, Gambetta est bien mort à cause d'un pistolet de duel, mais c'était en le nettoyant, alors ça compte pas. On se bat pour plein de raisons. L'amour, l'argent, l'honneur, mais surtout pour ses idées. Figure-toi que pendant la Troisième République, le duel est indissociable de la vie politique, et savoir tirer à l'épée ou au pistolet est devenu une compétence nécessaire au cursus d'un député, journaliste, écrivain, bref pour tout acteur de la vie publique. Gambetta donc, Victor Hugo, Marcel Proust, Proudhon, Jaurès, tout le gratin s'est au moins une fois battu en duel. En 1888, le général Boulanger s'est même battu contre celui qui était alors président du Conseil. En gros, imagine aujourd'hui un chef de parti se battant contre le Premier ministre. Et évidemment, comment ne pas parler de Clémenceau qui a pas fait moins de 12 duels dans sa carrière, ce qui n'a pas été négligeable pour sa répute. Et crois pas que ça se fasse forcément en scrud, à la dérobée des Condés. Les journées font des comptes rendus de duels, et il y en a même qui ont été filmés, et quant à la police, suffit de te dire qu'elle était là lors du duel entre Clémenceau et Déroulède en 1892, pour contenir la foule des badauds. Le duel en France est pour ainsi dire mort en 1914, tué par la Grande Guerre. Faut dire qu'après les tranchées, la Somme, Verdun, c'est comme si tout le monde s'était tout d'un coup dit qu'agiter un bout de ferraille pointu de bon matin pour réparer une insulte était devenu un peu absurde, voire carrément débile. Oh, il y a bien eu des nostalgiques pour tenter une relance sur le point d'honneur, mais soyons francs, ils étaient rares, et la plupart des gens se foutaient de leur mouille. Le duel était déjà dépassé, appartenant à une autre époque, qu'on a appelée belle. Alors, elle est pas belle la belle époque ? Et nous revoilà, tandis que Monsieur Colin pénètre dans la chapelle noire, suivi de Monsieur Ponce armé d'un fusil dans une main, que vous tenez par le milieu, par le canon, par la crosse ? Par le milieu. Par le milieu, et votre célèbre désormais grille de marronnier. Tandis que, à l'arrière, Monsieur Monroy se remet de ses émotions, soutenu par Mademoiselle Lépine. Monsieur Colin, vous prenez 2 blessures, car vous êtes accueilli par une balle, tirée, je vous le donne en 1000, par un homme que vous deux n'avez jamais rencontré, mais qui est bien entendu le mage Eliezer, qui est seul au milieu de la chapelle noire, en train de tenir une photo, et quand il vous a entendu arriver, il a cessé immédiatement son rituel pour attraper un petit clic-clac du même genre que celui que brandit d'habitude Monsieur Monroy, et vous a tiré dessus dès que vous êtes entré. Je vais rouler au sol, et puis j'essaierai vaguement d'essayer de viser vers lui, de lui tirer dessus. Vous pouvez tous les deux me faire un jet de combat, Monsieur Ponce, vous jetez c'est une quelque charge. chose. Ah, vous chargez. Ah bah oui. Je comprends toujours pas comment vous avez tous ces projectiles alors que vous chargez systématiquement avec. Ah bah moi j'ai pas de projectile. D'accord, c'est des massues. Oui. Oui, c'est ça. Donc Monsieur Ponce s'étale. C'est une énorme défaite. Oui, d'ailleurs, enlevez-vous encore une blessure, vous vous êtes fait mal. Là, 3-1 et même pas une réussite sur l'autre. Oui, enlevez-vous une blessure, Monsieur Je pense que Ponce. c'est le contre-coup de tout le passage. Oui. Moi, étant donné la blessure que je me suis pris, je ne peux plus lancer qu'un seul dé, et ce dé a fait un 1. Très bien. Eh bien, votre arme est inutilisable. En fait, en roulant, vous avez tout simplement fait casser le chien. Et vous, Monsieur Ponce, en fait, je crois que vous avez couru, vous avez oublié la longueur d'un fusil Lebel et vous êtes embronché dedans. Et comme vous aviez les 2 mains pleines, vous n'avez pas pu vous réceptionner comme il faut et être tombé la tête la première au sol. Vous avez le cuir chevelu en sang et vous en serez bon pour un bel œuf, mais vous voyez commencer à avoir trouble. Le sol danse sous vos pieds. Et le mage Eliezer commence à s'approcher de vous. Je ne bouge pas et je fais le mort. Je vais faire pareil. Que font les autres ? Vous avez entendu un coup de feu, vous avez entendu des bruits étranges, et d'un coup, le silence. Que font les autres policiers autour de nous ?
Ils attendent les instructions. Il faut sauver nos amis. Vous savez, Ilyushin dit, il faut savoir combien ils sont dedans et s'ils retiennent vos amis en otage ou s'ils sont morts. Sinon, l'autre option, c'est de tous charger. Ça a de grands risques. Il y a au moins une arme à feu, nous le savons. Y en a-t-il d'autres, on ne sait pas. Je dirais qu'il y a au moins 2 personnes à l'intérieur qui ont attendu vos amis et les ont mis hors d'état de nuire. Sinon, on entendrait encore des bruits de lutte. Alors nous n'avons plus rien à perdre. Allez-y. Soit. Mais ne me tenez pas responsable de l'éventuel décès de vos compagnons, si jamais ils sont pris en otage. Sommes-nous bien d'accord? Nous sommes d'accord. Allez-y. Les hommes de Restore de l'Épine et Ilyushin s'élancent. Je vous passe les détails, évidemment, à leur grande surprise, il n'y a qu'un petit homme chauve qui se tient debout dans la salle, car il n'y avait qu'une issue. Et pris comme un rat, le mage Eliezer se fait abattre. Vous entendez dans votre brouillard tous les deux, Monsieur Colin, Monsieur Ponce, un coup de feu d'Eliezer suivi d'une dizaine de tous les autres qui sont autour. On a bien fait de faire le mort par terre. Hein. Et effectivement, aussi brutalement que tout cela a commencé, cela s'achève. Mademoiselle Lépine, après avoir mis dans votre poche la clé de la grille qui menait à la chapelle noire, vous entrez dans la salle où vous arrivez au chevet de vos compagnons qui sont, on peut le dire, plus morts que vifs. Le mage Eliezer gît criblé au milieu de la chapelle noire. Et c'est sur cette image que nous allons vous laisser là pour ce mois-ci. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.